Bienvenue dans un nouvel épisode de La Coupure. Je suis aujourd'hui avec Jérémy, cofondateur ou fondateur Fondateur, ouais. Fondateur. Enfin, cofondateur avec mamie, mais fondateur sur les papiers, quoi. Alors, on dit Tamali ou Maison Tamali? On dit Tamali. Tamali. Ouais. C'est pas le Tamali, c'est Tamali Tamali, tout court. ok. Ouais. Fondateur de Tamali à Marseille. C'est ça. Donc voilà, ravi de t'avoir ici. Déjà, comme je te disais, parce que moi je suis Marseillais, donc je suis très content d'avoir enfin un Marseillais dans le podcast. Et l'idée aujourd'hui, et deuxième chose pour laquelle je suis trop content, c'est que on n'a jamais eu de cuisine léventine, tu vois, mise en avant, et donc c'est cool d'en apprendre un peu plus sur les spécificités, etc. Avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter, ton parcours, pourquoi t'en es venu à la restauration? J'ai pu comprendre qu'on est passé de la Sorbonne à la restauration. C'est ça, exactement. Des quartiers nord à la Sorbonne à la restauration. Ça fait un beau titre. Ça fait un grand écart. Et on va nous expliquer un peu tout ça et où est-ce que tu en es un peu aujourd'hui. Ok. Alors, donc moi, j'ai grandi à Marseille, dans les quartiers nord, dans le 13e. Et j'ai fait mes études, on va dire, un peu de partout, surtout une domaine de commerce international. J'avais fait aussi prépa, mes prépas, ils m'ont viré, ils ont capté que c'était pas pour moi, donc j'ai pas fait long feu. Et si tu veux, depuis que j'ai 16 ans, mon oncle avait une pizzeria, donc je bossais pas mal avec lui, ça m'avait pas mal intéressé, ce qu'il faisait, c'était super intéressant. Et l'été, que ce soit depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 24, je travaille l'été pour financer mes études. Donc je suis parti à Londres en tant que serveur, je suis parti dans les Four Seasons également, dans les Radisson, et donc je suis travaillé 4 mois là-bas, et c'est là en fait où j'ai vraiment découvert le métier de serveur, c'est là où j'ai mis un pied dans la restauration, et ça m'a de suite plu, quoi, toujours piqué, mais en parallèle quand même mes parents ils m'ont dit il faut que tu fasses des études, fais des études, va jusqu'au bout, et après on verra ce que tu pourras faire, quoi. Au cas où, quoi. Ouais, exactement. Prends ton bagage, quoi. Prends ton bagage et après, on verra bien. Tant c'est une lubie que de ça et on verra bien. Et donc, je fais la Sorbonne. Je finis la Sorbonne en conseil stratégie internationale. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'est que je prenais les entreprises françaises, diagnostic, audit, etc. On les accompagnait pour choisir un pays dans lequel ils pouvaient s'implanter. Okay. Donc ça a commencé comme ça. Et il y a eu le Covid. Donc Covid international, ça allait pas trop de pair. Et ils m'ont dit, Jérémy, là c'est bon, on arrête l'émission, rentre chez toi. Donc je suis rentré sur Marseille. Et j'avais sur ma to-do list, j'avais cuisiné avec mamie. Et donc ça a commencé comme ça, en plein confinement. Je dis à ma grand-mère, apprends-moi le hummus, apprends-moi tout ce que tu sais dans la cuisine dans laquelle on a grandi. C'est le moment, j'ai rien à faire, apprends-moi. Donc c'est parti de là. Il y en a qui sont bien cuisinés en perso, mais toi tu t'es dit on va en faire un business, quoi, après. Mais de base c'était carrément perso. Okay. C'était juste pour le kiff, quoi, tu vois, livrer les amis, la famille. Et après c'est parti en business, quoi. Ok, carrément. Et c'est quoi justement le turning point, quoi, le truc que tu t'es dit vas-y c'est bon, je passe du perso à on va faire un biz? C'est que les gens ils t'ont dit c'est trop bon, faut que tu en fasses un truc. Il y avait un peu ça. Donc on est chez ma grand-mère, on est en plein confinement, donc je prends juste 1 000 €, j'essaye d'acheter les stocks, les emballages, je réfléchis à un nom, enfin quelque chose vraiment de sommaire et d'avoir quelque chose que, du moins on va dire concret, que je peux tester. Présentable, quoi. Présentable, exactement. Donc on commence comme ça, et donc je choisis le nom qui s'appelle Tamali. Tamali, c'est une musique que ma grand-mère elle écoute souvent, qui est Tamale Mahak, qui veut dire je souhaiterais être éternellement avec toi, donc musique d'amour. Je dis ok, Tamali c'est super, on part de là. Fait un petit site, et donc on commence comme ça, on livre les amis, la famille, et de là on a nos premiers nouveaux clients. Ah bonjour, vous êtes où, on peut passer? Ah non, vous pouvez pas passer. Non, tu peux pas passer, c'est pas possible. On vous livre si vous voulez, mais nous honnêtement, on est chez notre grand-mère, vous pouvez pas passer, quoi. Ça vous allez la choquer, là. Ouais. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et mes parents, ils me disaient, mais tu as fait la Sorbonne pour faire du houmous, quoi. Je leur ai dit, ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, ouais. Mais regardez, on va un peu développer petit à petit, on va voir où ça nous mène. C'est un projet concret, et au fil de l'eau, on en est là, quoi. Ça, c'était 2020? Là, on est en 2020, exactement, ouais. On est en octobre 2020. Je suis viré de mon cabinet, donc j'ai tout l'été pour prendre des vacances, et j'attaque septembre 2020 à prendre les recettes chez ma grand-mère. Ok. Et combien de temps ça dure, ce côté un peu test, avant que tu te dis j'ouvre un truc, quoi? C'est-à-dire quoi, 6 mois, 1 an? Ça dure bien 3 mois.
Ok, 3 mois, parce que les recettes, tu sais, les recettes d'une grand-mère ou les recettes d'une famille, c'est souvent un peu au feeling. Donc ma grand-mère, elle me dit, tu mets un peu d'huile, mais beaucoup d'huile, quoi, tu vois, je te jure. Je lui dis, bon, j'ai besoin de grammage, etc. Il faut que ce soit précis. C'est vraiment une cuisine qui se parle avec le cœur, avec les sentiments. Et moi, donc je me suis rapproché au maximum, en fait, de ce qu'elle faisait. Okay. Et ça a pris pas mal, ça a pris bien 3 mois pour avoir quelque chose de concret et que je puisse prendre les rênes, on va dire, de cette cuisine. Et au début, tu commences par le houmous et tout. Est-ce que tu te dis il faut décliner? Enfin, comment tu arrives à te dire c'est quoi les étapes où tu dis parce que les cuisines comme tu dis de famille, est-ce que c'est vraiment t'as pris t'as sorti toute sa tête dans tes recettes, quoi. Ou c'était on part de là et après t'as un peu cherché ailleurs aussi d'autres trucs, ou c'est vraiment que ta grand-mère on est parti sur je suis parti sur un souvenir d'enfance. Okay. C'est-à-dire que quand je faisais mes études, que ce soit à Paris ou etc., mamie m'a toujours fait des tupperwares, des super tuppers, donc je prenais le train avec les tuppers et j'étais content d'arriver chez moi dans mon appartement d'étudiant avec le hummus. Donc c'était, on va commencer par là, produit phare, et après tous les produits, on va dire tous les plats, on va dire typiques qu'on retrouvait sur nos tables. Je me suis dit on va prendre ces plats-là et on va les travailler un petit peu. Trop bien. C'est vrai que moi j'ai vu arriver un peu, t'as eu la mode, on va dire, tu vois, des pokés, et même tu vois, t'as plein de gens qui faisaient pas de pokés qui sont mis à faire des pokés. Bien sûr. Et après j'ai même vu, moi j'avais plein de clients même qui m'appelaient, qui avaient, je sais pas, des salades bars ou des trucs comme ça, et qui me disaient en ce moment la mode c'est cuisine léventine, les pitas, on va mettre des trucs dans des pitas, on va faire des sandwichs et tout. C'est vrai. Et toi, comment t'as vu ce truc là arriver aussi, ou c'est vraiment, tu te dis, non, c'est moi, et si ce que ça plaise ou pas, je vais le faire ça parce que c'est moi. Ouais, je vois. Et je pense que ça a été un bon timing, parce que pour moi, il y a eu un essor de la cuisine asiatique, japonaise, il y a 5-10 ans, un gros boom des sushis de partout, comme tu dis, des pokés. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on est sur le courant, justement, sur cette cuisine léventine, cuisine méditerranéenne, parce que c'est une cuisine qui plaît énormément, aussi variée soit-elle, qu'elle soit végétarienne, avec de la viande, tu t'y retrouves, quoi. Peu importe, même que ce soit ta religion ou que ce soit ton régime alimentaire, la cuisine libanaise, c'est clairement un incontournable aujourd'hui, quoi. Donc, d'une part, la diaspora qui a beaucoup aidé, et je pense sur les prochaines années, on va avoir un gros boom, cette cuisine-là, qui est pour moi une des meilleures aujourd'hui sur le marché, quoi. Et qu'est-ce qui fait que tu te dis j'ouvre à Marseille et pas à Paris alors que tu étais un peu sur place depuis quelques années? C'est aussi l'envie de rentrer, ou tu te dis en fait ce sera peut-être plus simple d'ouvrir à Marseille, il y a moins de concurrence? Comment tu vois un peu le truc au début je me suis dit facile parce qu'il y avait ta famille et tout. Ouais, ça s'est fait comme ça. Je pense, je me suis dit, si vraiment j'ouvre un truc, il faut vraiment que je sois entouré. Demain, j'ai un problème de tuyau, je connais un plombier sur Marseille, ça va être plus simple, parce que trouver à Paris, c'est un peu plus complexe. Et l'air de rien, c'est vrai que Paris, ils sont énormément en avance. On a, en termes de cuisine ou en termes de concept, il y a beaucoup à apprendre sur Paris. Et je me suis dit, il vaut mieux commencer dans le sud, dans un environnement que je connais, avec tous les aléas, le côté positif que ça peut engendrer. Donc, il vaut mieux commencer sur Marseille, et après, on verra sur les autres villes, quoi. Trop bien. Et donc, 2021, ouverture du resto? 2021, ouverture du resto, ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais, quoi? Là, je suis en train de délirer. Ah ouais? Là, je suis en train de délirer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Moi, là, de base, je voulais juste apprendre la cuisine avec ma grand-mère. Là, j'ouvre un local, c'est n'importe quoi. Donc, le local, je le trouve par hasard sur le Bon Coin. Tous les restaurants fermés. Il n'y avait qu'un fou qui voulait ouvrir un restaurant, c'était moi. Et je tombe sur ce local, sur le Bon Coin. Et tu vois, nous, on croit beaucoup au destin, au Mektoub. C'est-à-dire, quand je vois ce local, il y a un petit local qui est à côté. Et coïncidence, pendant 40 ans, donc le frère de ma grand-mère a eu ce petit local à côté où il était coiffeur. Trop bien. Donc, je tombe là, je dis, mais je connais ce quartier, c'est fou. Donc, aujourd'hui, tu vois, j'ai la même propriétaire que mon grand-oncle, que le frère de ma grand-mère. Incroyable. Sans réfléchir à l'étude de marché, à pourquoi je me mets là, etc. Je me dis, cet emplacement, il est bien. De toute façon, je fais que de la livraison. Et on y va. On commence vraiment un budget très, très infime parce que d'une part, j'y croyais pas. Je me suis dit, vraiment, je teste et je veux pas lever des 1000 et des 100, je veux pas lever 500 000 euros. Donc, on commence avec 28 000, donc 10 000 euros de pas de porte, et le reste, pour acheter du matériel, des trucs comme ça. Et ça, c'est la mise de départ, 28 000 euros. Mise de départ, ouais. Mise de départ, 28 000 euros. Tout compris. Ah ouais, okay. Tout compris. Et j'ai regretté. Mais j'ai beaucoup appris. Parce que c'est trop peu. C'est trop peu. 28 000 euros, tu fais rien avec 28 000 euros. Mais t'enlèves, j'ai eu 10 000 euros de pas de porte, il me reste 18 000 euros. T'achètes des machines, des trucs comme ça. Tu essaies d'aménager, les loyers, le ci, le là. Mais à la fin, t'es sec, quoi. T'as pas ouvert que t'es déjà sec. T'as même pas la nourriture pour. Rien du tout.
Et donc on ouvre, et donc moi j'étais avec mon meilleur ami d'enfance que j'ai embarqué avec moi. Je lui ai dit voilà, moi je prends ce risque, j'accepte de ne pas prendre de salaire. Toi, je vais faire au maximum pour que tu aies un salaire. Donc c'est ce qu'il a eu pendant 1 an. Et on y va. Il y avait ma petite sœur aussi qui m'a beaucoup aidé. Et donc on ouvre et on est toujours en sorte de confinement. Okay. Donc moi j'ouvre, il n'y a vraiment pas de devanture, on fait juste la livraison, on se dit on continue dans le concept, sauf qu'on n'est plus chez ma grand-mère, j'arrête de l'embêter. Mamie, tu prends ta retraite, c'est bon. Là maintenant je me professionnalise et j'achète des tabliers, on commence à faire ça vraiment dans une cuisine pro. Et là c'est Uber Eats, Deliveroo C'est ça, ouais, Uber Eats, Deliveroo, et on avait aussi le site pour faire de la livraison en interne. Okay. Et c'est un flop. C'est un flop total, on fait 0 commande. Ah ouais. Parce que même sur les plateformes. Même sur les plateformes, parce que les gens en fait ils veulent sortir. Ils sont confinés depuis tellement de mois, donc ils veulent sortir. Et c'est un flop, quoi. Je me mords les doigts, je me dis qu'est-ce que je fais? Et changement de fusil d'épaule, on se dit on va faire du surplace. Okay. Donc on a mis un coup de peinture, et si tu vois, tu as l'occasion de passer devant chez nous, il y a un truc qui s'appelle Oops No More Paint. C'est-à-dire qu'il y a écrit Tamali, il y a la devanture bleue, et sur un pan gauche, il y a écrit Oops No More Paint. Pour te raconter l'histoire, c'est que je suis avec mon meilleur ami, on est en train de peindre. Et juste avant ça, on va à la plateforme du bâtiment, on lui montre l'ADA, enfin la charte graphique. Alors, je vois que c'est un stagiaire, que les couleurs, c'est assez bancal dessus, tu vois. Je dis, bon, mais passe-moi quand même 1 litre, je vais essayer, on verra bien. Donc on commence à peindre, et je me dis, wow, avec le soleil, ça rend super bien, on va continuer. Et on arrive sur le 2e pan, et plus de peinture. Donc pour rigoler, je mets Oops No More Paint, et le lendemain, on continuera, tu vois. Sauf que le lendemain, ça fait un effet que je mesure pas. Les gens s'arrêtent, prennent en photo, mais ils sont cons, qu'est-ce qu'ils font? N'importe quoi, ça n'a pas de sens. Donc on laisse ça comme ça. Et après, je retrouve notre devanture sur des comptes Instagram. Sur des comptes Instagram. Un collègue qui était sur Bubble, il m'envoie une photo d'une fille qui est devant le restaurant. Je dis, non, mais c'est incroyable, quoi. Et là, tu as laissé comme ça? Donc j'ai laissé comme ça, ouais. Ah, c'est incroyable. Ouais. Donc j'ai laissé comme ça, ouais. Et là, en gros, donc, tu passes vraiment du local un peu dark kitchen, finalement, à on a une terrasse, enfin tu fais une terrasse, comment ça se passe? Tu n'as que de l'intérieur, comment c'est aménagé? On est sur 2 étages, donc premier étage, j'ai ma cuisine. En bas, on est sur le surplace. Et le fait en fait de faire de l'autofinancement et vraiment de faire petit à petit, donc ça c'est une super moyen, on va dire, de lancer un business, parce que surtout quand tu connais pas le métier de restaurateur, le service je le connaissais, il n'y avait aucun souci à ce niveau-là, la cuisine aussi ma grand-mère m'avait appris, mais ça permet en fait, on va sur le Bon Coin, on va chiner quelques tables, parce qu'on a fait rentrer un peu d'argent, donc on peut investir petit à petit, et en fait sur la finalité on arrive sur un truc d'assez concret et un peu à notre image. Trop bien. Donc ça, c'est cool, ouais. Et ça, comme tu dis, toi, t'as appris un peu le métier de serveur avec tes expériences. Exactement. Mais quand tu te lances en tant que restaurateur, t'as 0 bagage. J'ai 0 bagage. T'as jamais... Je sais même pas de quoi je parle. Ah non, je sais pas de quoi je parle. Tous les copains me disent, c'est super ce que t'as fait. Je leur dis, gars, je suis en négatif. Mais merci beaucoup. Et là, qu'est-ce qui fait qu'à la fin, c'est quoi le déclic? C'est que les gens commencent à venir et qu'ils disent, finalement, c'est trop bon, et tu commences à créer un bouche à oreille. Exactement. Tu t'investis, je sais pas, dans la com. Moi, j'ai vu que, par exemple, t'étais cité dans l'article de GQ des 5 restos de cuisine léventine de Marseille où il fallait aller. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, est-ce qu'il y a un truc qui fait que du jour au lendemain, ça pète? Ou c'est vraiment petit à petit, pendant des années, des mois que... Je pense que j'ai eu un gros déclic. Donc, tu vois, j'ouvre en avril 2021. Comme je te dis, il y a un flop total. Et je commence à avoir des comptes vraiment négatifs, quoi, tu vois. Et donc là, j'essaye de réparer ça. Donc, je prends mon scooter, je prends des flyers et je vais flyer sur tout le Roucas Blanc, dans tous les quartiers. J'ai ma petite carte où je parle, etc. Venez manger, etc. Et il y a les gens aussi. À l'ancienne, ouais, clairement. Ouais. Les réseaux, ça répondait pas. Donc, il fallait vraiment le contact. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens sont venus. Déjà, ils étaient étonnés parce que c'était pas vraiment un restaurant comme ils l'attendaient. C'était vraiment, on va dire, du bricolage, tu vois. Mais ils ont goûté. Le bouche à oreille aussi a beaucoup parlé. Ça a bien pris, ça a mis du temps. Ça a bien mis 2 ans, on va dire, à avoir ma clientèle sur place et la livraison. Ouais, quand même. Et en effet, après, le bouche à oreille a fait qu'on a pas mal rayonné sur Marseille.
avec, comme tu dis, GQ, il y a BFM qui est venu, Le Bonbon, Ezekiel Zara, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est un journaliste formidable. Il a fait un gros livre d'ailleurs sur Marseille, moi je l'ai à la maison. Là, exactement, Marseille sans fin. Ouais, c'est ça, je l'ai ça. Et on a eu la chance justement d'être dans ce livre aussi. Ah, trop bien. Donc ça s'est fait, on va dire, petit à petit, et bouche à oreille à parler, quoi. Putain, trop bien. Comment tu... parce que là, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, ça y est, maintenant, tu es un peu structuré, tu as des bornes dans le resto, etc. Donc, les bornes, c'est quand même un investissement. Bien sûr. Ça, tu as attendu un peu de temps, finalement, avant de commencer à dire, OK, maintenant, je me professionnalise un peu dans tout. C'est ça. Aujourd'hui, comment ça se passe? T'es tout seul, t'as encore ta sœur qui t'aide, ton associé, il est encore avec toi. Est-ce que toi, t'es dans un mode, maintenant, ça y est, je suis un pro, donc vas-y, maintenant, le but, c'est d'ouvrir. Est-ce que c'est, je sais pas, j'entends beaucoup de gens qui veulent franchiser, est-ce que c'est ton cas ou pas? Ou est-ce que tu es en mode, attends, moi j'en ai un, il commence à tourner, on va voir, chill quoi. Bien sûr. C'est quoi ton mindset là? Déjà, je pense qu'il faut savoir, c'est que notre famille, elle est originaire de Syrie, mais moi, j'ai pas grandi en Syrie, j'ai grandi en France. Donc on a ce côté, en fait, où j'ai grandi, tu sais, une certaine double culture. J'ai grandi en France, à table, j'ai une cuisine libanaise, à la maison, il y a une cuisine une culture libanaise syrienne. Donc, si tu veux, Tamali a été créé, on va dire, à mon image et aussi à l'image d'une certaine partie de la population, on va dire, issus de l'immigration, qui ont grandi en France et qui ont fait leurs études en France, mais qui ont quand même cette double culture. Et donc ça, je pense que c'est super important à comprendre dans notre développement. Donc, tous les restaurants traditionnels que j'avais fait ne me convenaient pas. Je voulais vraiment quelque chose à mon image. Et ce qui a apporté ses fruits après 2-3 ans où j'ai pas mal appris. Le fait d'être seul aussi, c'est assez dur. La restauration, c'est super compliqué. Je pense qu'il faut vraiment s'accrocher, avoir un entourage assez solide. Et je ne sais pas encore aujourd'hui pourquoi j'ai continué. Tu vois, j'aurais pu m'arrêter et dire reprends tes études dans le conseil. Et au final, en fait, je prends tellement de plaisir à rencontrer nos clients, à manager mes équipes. Tu vois, aujourd'hui, on est 9. Donc, j'ai commencé avec ma grand-mère. Petit à petit, on a embauché des personnes. J'ai fait parfois les mauvais recrutements. Enfin, j'ai fait toutes ces erreurs en fait que j'ai pas eu l'occasion de faire dans d'autres restaurants. Je les ai fait dans mon affaire. Et donc, il a fallu bien 3 ans pour arriver à ce stade, on va dire, de maturité où je me suis dit, OK, j'arrive à un concept assez structuré. Je prends beaucoup de plaisir. On va se professionnaliser, comme tu as dit, c'est super important parce qu'au-delà d'être un restaurateur, tu es passionné, certes, mais il y a un métier de gestionnaire quand même qui est indispensable à maîtriser. Les chiffres, la gestion, ton staff, etc., indispensable. Et donc aujourd'hui, il y a ma petite sœur qui est avec moi. On bosse ensemble. Moi, j'aimerais... et là, un deuxième qui va s'ouvrir. Donc, j'en parlerai un peu plus tard parce que c'est toujours en cours. Il faut vraiment que je signe, etc. Donc, ça, on le saura très prochainement. Et c'est le même modèle ou ça va être un truc plus assis? Comment tu vois le... C'est le même modèle. Nous, on est sur le... que je qualifie un peu d'hybride, tu vois, c'est les modèles un peu qui sont sortis post-confinement où on a vu que le sur-place ne marchait pas, qu'il fallait de la livraison. Donc mélanger un peu les deux livraisons et sur place, ça fait, c'est non négligeable, ça te fait 2 canaux de vente et ça te permet un peu de résister à toutes les crises. Donc ça va être exactement le même concept. Très concentré avec des process, avec la même image de marque, une super notoriété dans une autre ville. Et bien sûr, à terme, ça serait de partir sur de la franchise. Mais on n'y est pas encore. Je reste quand même dans le développement de étape par étape. On va pas brûler les étapes, justement. Il faut y aller doucement et on voit où ça nous mène, quoi. Trop bien. Ouais. Et là, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie d'ouvrir un resto et qui sont un peu comme toi, c'est des gens qui se disent... Alors, t'as ceux qui sont des pros et qui se lancent à leur compte parce qu'ils ont bossé en restauration. T'as ceux qui change de carrière. Comment tu passes de ce moment où tu es un peu en mode c'est ma passion à maintenant ça y est, je suis un pro, je regarde les chiffres, les ratios, la marge et tout. Est-ce que tu t'es outillé? Est-ce que c'était un Excel? Comment tu te dis finalement, tout à l'heure tu parlais, tu vois, de grammage, de pas mettre trop d'huile ou machin de trucs. C'est quoi comment, ce passage-là, comment il arrive et comment tu t'entoures? Est-ce que c'est tu te dis je vais prendre, je sais pas un consultant, mais je sais pas, des gens qui t'aident, ou est-ce que c'est plutôt des outils? Comment toi tu te mets là-dedans en fait finalement?
Et comment tu trouves le temps de passer justement du gars qui est toute la journée dans son resto et qui fait la cuisine, la livraison, le machin et tout, à je suis un gestionnaire maintenant et j'ai un peu plus de temps. Le temps, je pense que je l'ai jamais eu parce qu'on je faisais 15 heures par jour. Il y a des fois où je cuisinais, je faisais le livreur et après je faisais le serveur. Enfin, je faisais vraiment tous les postes. Et peut-être que c'est par mes études que je me suis dit, il y a quand même, c'est un restaurant. Mais quand même, le restaurant, le but, c'est gagner de l'argent, quoi. Tu vois, on peut pas faire 15 heures et à la fin du mois être négatif pendant des années. Enfin, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on se trouve une facilité et qu'on s'équipe. Et ça a été beaucoup d'Excel, ça a été analyse des chiffres, etc. Et après, on a fait appel à pas mal de logiciels. En l'occurrence, Pongo, qui nous a clairement aidé sur le programme de fidélité, ça a été un game changer. Et d'autres aussi logiciels qui nous ont permis un peu de faciliter tous nos process et notre développement, quoi. Toi, aujourd'hui, tu utilises quoi là comme outil aujourd'hui qui t'aide au quotidien ? Aujourd'hui, on est sur un logiciel de caisse, il y a l'addition qui est assez intuitif et super simple à utiliser, ça c'est super. Pongo, sur le programme de fidélité, on a aussi les bornes, parce que ça c'est super pratique, ça nous permet de dégager un peu du flux, c'est-à-dire que quand le resto il est plein, on n'a pas forcément le temps de prendre les commandes, on les oriente vers les bornes, et ça a beaucoup changé. Et on va dire, c'est vraiment les gros outils que j'utilise aujourd'hui. Je ne veux pas en avoir 10 000 parce qu'après on va se perdre. Et après, il y a les outils plus administratifs sur le social comme Payfit, où j'ai vraiment eu besoin d'internaliser surtout la gestion du staff. Payfit et des logiciels comme Combo sur les plannings, quoi. Ok, trop bien. Et tu as un truc aujourd'hui pour justement, il y a pas mal d'outils qui sortent sur la partie marge, gestion des achats. Ouais. Est-ce que tu utilises un truc comme ça ou pas encore ? T'es pas encore pour structuré ? Pour le moment, j'y suis pas encore. Okay. J'y suis pas encore. Je sais qu'il y en a pas mal sur le marché. J'en avais démarché, mais je suis encore à un stade embryon. Ouais, je suis encore trop petit pour le moment. Donc tu es en direct avec tes fournisseurs. Exactement. Okay. Je suis en direct avec mes fournisseurs et tous mes food costs en fait, ils sont maîtrisés sur mes Excel, etc. Donc pour le moment, ça me suffit, mais c'est vrai qu'à terme, ça sera indispensable, quoi, de passer par là. Trop bien. Et est-ce que c'est vrai que tu vois, nous on a eu des restaurateurs parisiens qui se sont essayés d'ouvrir en province, qui ont galéré, dont certains qui nous disaient plus jamais. C'est vrai. Je crois que c'est Moïse qui disait ça. Moïse. J'ai vu. Moïse, il nous a dit, écoute, j'ai essayé, j'en peux plus. Et en fait, non, mais c'était même pas un jugement de valeur, mais c'était plutôt, en fait, c'est pas du tout les mêmes paniers moyens, c'est pas du tout le même pouvoir d'achat, et en fait, à la fin, quand tu veux dupliquer un modèle parisien avec tes food costs, ton loyer, ton machin, et que tu impactes ça sur tes prix de vente, c'est clair. T'arrives à Lyon, Marseille, Bordeaux, machin et tout, et tu t'en sors plus parce que tu te dis, mais en fait, les gens, ils te regardent de travers. Si t'arrives avec, je sais pas, un burger à 20 €, un lobster roll à 20 €, ou même si toi, tu vendais ton houmous, tu vois, je sais pas, à 18, 19, 21 €, peut-être que les gens, ils se diraient, mais il est fou, il a pas compris que Marseille, c'était pas ça. C'est clair. Et je crois, je sais pas, je disais une interview là, de quelqu'un justement sur Marseille qui disait ça récemment, qui disait, il faut prendre les spécificités aussi de la ville. Et en fait, il y a beaucoup de restos qui sont ouverts récemment, mais si tu viens avec juste ce côté... je vais faire les mêmes prix qu'ailleurs et tout, tu passeras pas l'hiver, quoi, parce que les gens ils vont se parler en disant ils comprennent rien, quoi. Ah ouais, non mais c'est clair. C'est ce qui s'est passé avec Forest. Je crois que le chef c'est Julien Sebac qui est venu sur Marseille. Bon, il a pas fait long feu. C'est dommage parce qu'il avait un super concept. Je pense que les Marseillais ils ont pas trop accroché. Au-delà de ce concept, je pense qu'il faut comprendre. Je pense dans d'autres villes mais Marseille, il y a une spécificité, c'est que il y a une culture à part. On peut pas arriver avec nos gros sabots à vendre du poisson à 35 €. Non, on reste quand même populaire, même si c'est vrai qu'il y a un grand changement aujourd'hui. Il y a beaucoup de changements sur la scène marseillaise et beaucoup de concepts qui arrivent, mais il faut prendre en compte quand même les personnes qui y vivent et proposer quelque chose de cohérent avec le marché. Et donc oui, non. Et aujourd'hui, donc il y a une grosse vague, on va dire, où on a vu, comme je le disais tout à l'heure en off, pendant ou après le Covid, des plaques 7,5, 9,2 descendre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ils sont trompés ou quoi ? C'est quoi ce truc ? On a bien compris que c'était le seul, que Marseille, c'était le seul moyen pour voir la mer.
Donc il y a eu, c'est vrai que beaucoup de gens du Nord ou des Parisiens qui sont installés, ils ont arrivé aussi avec des nouveaux concepts. Donc ça a été super. Mal vu, je pense, dès le début, parce qu'on s'est dit ouais, ils abusent avec leur prix, etc. Mais je pense que Marseille-Paris, au-delà de la rivalité du football, en termes de travail, je pense qu'on peut faire des trucs vraiment, vraiment super. Ouais. Vraiment super. Et après, je pense que tout le monde s'adapte un petit peu. C'est-à-dire que Ouais. je pense que d'un côté, moi, je me rappelle, tu vois, là, j'ai grandi un peu à Marseille et tout. La vision que j'avais, tu vois, de la restauration à Marseille dans les années 90-2000, c'était que c'était rempli de snacks. Eh oui, c'est vrai. C'était du snack. Ouais, Ou alors, tu avais le truc à touristes à côté du Vieux-Port pour la bouillabaisse. Tu avais des snacks. Et après, sinon, tu avais du resto très haut de gamme de luxe. C'est ça. Mais il n'y avait pas d'entre-deux finalement. Et j'ai l'impression que là, ça fait 5-10 ans où, tu vois, un Tamali, par exemple, c'est que tu manges bien, mais pour pas trop cher. C'est ça. Je crois qu'il y a Bao Family qui sont débarqués à Marseille. T'as Big Mama, t'as des trucs comme ça qui débarquent. Et je me dis, en fait, ça y est, l'offre, elle est un peu plus tu vois, variée qu'avant, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est peut-être une force aussi de te lancer à Marseille plutôt qu'après. C'est que finalement, si j'arrive à gérer un business avec des gens qui ont un panier moyen plus bas, ce sera peut-être plus simple aussi d'arriver et de dire, bon, finalement, je vais dans des villes où c'est un peu plus compliqué d'habitude, genre Bordeaux, Paris, des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que quand ils sortent de Paris, c'est là où c'est la douche froide. Ouais, non, c'est clair. C'est pas les mêmes attentes, quoi. Et toi, aujourd'hui, j'ai vu aussi que tu avais 6000 personnes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu Instagram et tout, c'est hyper quali et tout. C'est toi qui prends du temps, tu as des gens qui bossent avec toi. Comment tu gères cette partie un peu digitale aujourd'hui ? Au tout début, honnêtement, c'était ma cam. Enfin, ça, je me régalais. La partie créative, c'était juste du Canva, mais je prenais plaisir. Parce que j'arrivais à retranscrire mon humour derrière ça. Le design aussi, ça m'a toujours plu, même si je ne me suis jamais professionnalisé. Donc j'ai toujours pris du plaisir, on va dire, à faire ça. Aujourd'hui, j'ai une chargée de com qui s'en occupe à temps plein. Donc ça me permet aussi d'avoir un peu plus de temps libre, mais on garde quand même cette ligne éditoriale. Et aussi, l'important, je pense, c'est on a fait aussi pas mal de merchandising, tu vois, sur nous, on s'appelle Local Houmous Dealer. Les gens, j'ai vu les t-shirts et tout. Les t-shirts, ouais. Donc ça, c'est super. Tu vois, le com, c'est qu'on est en face de la préfecture avec tous les policiers en face. Ils voient les dealers et ils disent, ah ouais. Bonjour, monsieur le préfet, enchanté. Donc, il vient manger, on sait pas. Ouais, mais il vient manger. Non, mais il vient manger, ouais. Il vient manger, donc ça, c'est super. Et donc, je prends énormément de plaisir et ça, je pense qu'il y a beaucoup de restaurants aussi qui font ça avec, tu sais, cette mascotte un peu vintage de la mascotte avec leurs produits, par exemple. Nous, c'est un bol de houmous. Et c'est une mascotte aussi qui représente ce qu'on fait. Et le merchandising aussi, c'est vraiment... je dirais pas indispensable, mais c'est un super bonus. C'est trop cool, quoi. Tu rentres dans un restaurant, tu vois un super t-shirt bien brandé, etc. Moi, j'adore. Je trouve ça magnifique, quoi. Ouais, je trouve ça trop mousse. C'est vrai que souvent, quand on parle à nos clients, ils nous demandent des fois quelle récompense dans un programme de fidélité et tout. Genre, mettez les trucs classiques, machin. Et à la fin, je dis, si vous avez du merch, allez-y à fond, parce qu'en fait, c'est la meilleure façon de rester dans la tête des gens. C'est clair. Moi, c'est con, mais tu vois, il y a 20 ans, on avait tout sur le frigo, collé, le menu du sushi, de l'indien, du chinois et tout. Et en fait, aujourd'hui, ça peut être un t-shirt, ça peut être, je sais pas, un truc pour couper la pizza, c'est un resto italien, etc. Mais c'est comme ça que les gens, ils pensent à toi chez eux, quoi. Tu vois, ou ailleurs et tout. Ouais. C'est vrai, il faut que je le mette dans les récompenses. Tu vas me donner une idée, je le mette, c'est vrai. C'est vrai. Donc là, deuxième ouverture, en propre, succursale. Ouais. Pas forcément à Marseille, même si on peut pas trop encore en dire et tout, mais justement, ça, c'est un truc qui t'appréhende de dire j'ouvre et c'est pas forcément à côté. S'il y a une galère, tu vois, c'est pas comme si tu vas à 300 mètres, quoi. Tu vois, bien sûr. Comment tu vas gérer ça ? Est-ce que c'est toi qui vas prendre le truc au début ? Je me suis dit que je serais jamais prêt, en fait. Que le deuxième, il devrait arriver. À un moment, je me suis dit, il faut que ce soit comme ça, carré, que j'ai mon équipe, etc. Mais en fait, ce bon moment n'existera jamais, comme le bon moment d'ouvrir un resto, il n'existera jamais. Donc, je me lance et ça fait partie du projet aussi entrepreneurial où je sais qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, je vais avoir des problèmes d'électricité, je vais avoir des problèmes de staff, mais aujourd'hui, voilà, je sais, je suis déjà passé par là, je vais prendre du plaisir aussi, ça va être pas facile, mais ce deuxième, en fait, je vais y être, former nos équipes aussi, et je vais beaucoup y être, et j'ai de la chance aussi de travailler avec ma petite sœur, donc elle va gérer aussi le premier, donc ça, c'est travailler en famille, c'est la plus belle, c'est magnifique, c'est trop cool. Tu recommandes ? Parce que des fois, c'est noir ou blanc, quoi. Les gens, ils nous disent, il faut pas faire ça. Ouais, il y en a qui nous disent, on adore. C'est vrai.
Ben, quand même, je travaille avec ma grand-mère, donc même si ça a été... elle est assez dure sur la cuisine, tu vois, mais c'était gros kiff. Ma sœur, si tu la rencontres, c'est un amour, donc on est carrément dans la même dynamique. Il y en a pas un qui va se prendre pour je sais pas qui au-dessus, etc. On est vraiment dans la même dynamique, et ça fait clairement la différence aujourd'hui, quoi. Trop bien. Et est-ce que tu fais... J'ai vu que des fois, je sais pas si c'était... Comment tu gères ton... Tu vois, aujourd'hui, j'écoute des fois les gens qui viennent nous voir et tout au podcast, ils disent ce qui est compliqué dans la restauration aujourd'hui, c'est que tu peux pas juste être restaurateur. Il faut que tu sois restaurateur, communicant, marketing, data, machin, truc. Ouais. Comment, tu vois, comment toi, Alors, j'ai bien compris que tu avais quelqu'un sur la partie réseaux sociaux, mais... J'ai vu que tu faisais des fois des collabs aussi, peut-être. Exactement. Comment toi, ta DA, tu l'as façonnée? C'est au début, je te dis, OK, on part de la cuisine léventine, machin, tout. Et ça, je vois, c'est ça, donc, soit dans les couleurs et tout, on s'y retrouve et tout. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'à la fin, tu mets justement cette DA en place avec du merch, des collabs, etc. Comment tu mets ça en place, en fait Mais, comme je t'ai dit, la partie créative, c'est vraiment ce qui m'animait le plus. Au début, j'ai réfléchi, je regardais des TED, etc., comment j'allais appeler mon resto. Au début, je voulais appeler Habibi. Je suis bon, c'est vu, revu, on va chercher. Donc, ma grand-mère, elle écoutait beaucoup cette musique, donc j'ai dit vas-y, feu. Est-ce que je mets restaurant libanais? Est-ce que je mets restaurant syrien? Non, c'est vrai que ça restera dit. Le terme de cuisine léventine, c'est quelque chose. C'est un terme qui me plaît bien. C'est pour dire cuisine méditerranéenne. Donc, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, cuisine léventine, on est sur la cuisine du Proche-Orient, donc beaucoup sur le Liban, beaucoup sur la Syrie, des pays voisins où la cuisine est assez similaire. Et donc sur cette partie créative, c'est là où j'ai pris le plus de plaisir. Il y a aucun mensonge, c'est vraiment dans l'histoire. C'est vrai que j'ai appris avec ma grand-mère, etc. Donc ça s'est fait au fil de l'eau. Et aujourd'hui, comme tu dis, j'essaie de beaucoup travailler avec le tissu marseillais et tous les restaurateurs ou d'autres domaines, faire des collabs. Tu vois, là, on a bossé, on a fait pas mal de collabs. On a bossé avec la rôtisserie Montaigne. Ah, putain, trop bien. On bossait avec eux au début. Ouais. Après, on les a perdus. Et là, on est en train de rediscuter avec eux. Là. Ah, bah oui, non, à Malmousse, ils sont Malmousse. Ils ont commencé à Malmousse. Et ils sont à Malmousse, ils sont en Redon. Enfin, tu vois, c'est une famille arménienne, c'est des amours. C'était un plaisir de bosser avec eux. Ils sont deux, je crois. C'est Vaé et Azad. Ok, je sais pas, il y a un mec, je pense c'est un gars qui bossait avec eux. Aujourd'hui, ils en ont 4, après ils en ont ouvert 5-6, ils se développent pas mal. On a fait rôtisserie Montaigne, ensuite on a bossé avec un kebab qui s'appelle le Tarpembon, on a fait de la merch, on a fait un kebab aussi aux saveurs un peu léventines. Trop bien. Et ça, c'est trop cool parce que c'est comme ça que tu te sers un peu des notoriétés aussi des uns et des autres. Exactement, c'est là où on peut mélanger en fait les univers. Le restaurateur est tellement dans notre bulle de OK, on fait notre cuisine, mais on n'a pas l'occasion de se rencontrer, d'échanger. Et là, faire des collabs, c'est clairement le meilleur moyen de se rencontrer entre patrons en tant que créateurs et d'échanger sur nos aventures. Donc, et après aussi, on fait sur la finalité, les clients ils sont super contents parce qu'ils adorent 2 domaines. Et on arrive à les joindre et à faire de la merch ou à faire un produit en commun. Et donc ça, tout le monde est content et ça, c'est super cool, quoi. Ah, trop bien. C'est super cool. Trop bien. Et là, aujourd'hui, tu arrives tu vois, ça fait quoi, 3-4 ans maintenant? Ouais. Tu arrives à sortir un peu, justement, avoir du temps pour prendre du recul et sortir du resto, ou tu es encore 80% dans le resto matin et soir? Non, là, je suis pas mal sorti. Pour parler de l'année dernière, sur 12 mois, j'étais présent au resto 4 mois. Okay. Parce que déjà, j'ai une super équipe et ils comprennent un peu dans la dynamique dans laquelle on est. C'est du win-win. Donc derrière ça, on a une super équipe. Et le problème, pourtant j'adore ça, tu vois, servir nos clients, raconter un peu l'histoire, parler un peu de la cuisine libanaise syrienne, c'est vraiment quelque chose qui me régale. Mais si je prends le temps de faire ça, c'est-à-dire que derrière j'ai pas le temps pour développer et pour même la gestion quotidienne, que ce soit gérer nos caisses, que ce soit l'administratif, que ce soit les impôts, notre bonheur l'URSSAF, tu vois, gérer l'URSSAF, il faut vraiment une semaine à temps complet pour gérer l'URSSAF, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important de prendre du recul sur tous ces courriers, de se poser et de les gérer comme ça. Donc au plus vite, j'ai compris ça très très rapidement, qu'il fallait vite sortir de là et dégager du temps pour gérer ça. Parce que sinon après, tu sombres complètement dans toute cette paperasse, quoi. Ouais, je comprends. Okay. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai pas besoin d'avoir tes chiffres et tout, c'est pas le sujet, mais
est-ce que tu en ouvres un deuxième parce que tu te dis que finalement, avec un, c'est pas qu'on vit pas, mais en gros, c'est pas finalement. Est-ce que tu vois, la question plutôt large, c'est est-ce que la restauration, ça scale? Est-ce que tu vois, il en faut plein pour gagner bien sa vie? Est-ce qu'avec un, tu peux quand même bien. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui soit veulent devenir restaurateurs des fois, et peut-être je pense qu'ils comprennent pas peut-être les difficultés que ça peut être. Bien sûr. Et je pense que post-Covid, on a vu pas mal de personnes comme toi qui sont lancées, mais plutôt en mode vas-y, c'est trop cool la restauration, mais sans connaître un peu des fois ça s'est pas bien passé. Et toi, t'en es à un moment où t'as 3 ans de recul, ça commence un peu à cartonner, tu vas en ouvrir. Mais tu ouvres parce que tu dis si j'en ai pas 3, 4, 5, j'en ferai jamais un vrai gros business. Ou est-ce que. Comment tu t'analyses un peu les choses par rapport à ça dans le resto? Alors, tu vois, parler des chiffres, moi je les mets sur LinkedIn, j'ai aucun souci à parler des chiffres. Je suis carrément transparent avec ça parce que. En fait, tu vas sur Papers et tu vois mes chiffres, donc je peux te les dire, il n'y a aucun souci. Comme je t'ai dit, on a mis une mise de départ à 28, donc sur les 6 premiers mois où on fait un flop, on fait moins 30, donc totalement en déficit. Après, en chiffre d'affaires, on fait 130, après on fait 330, et là on a clôturé à 520 000 sur 2024, donc c'est super. Et si je fais ça, c'est vraiment pas pour l'argent, c'est vraiment que je prends vraiment du plaisir à développer ce business. C'est aussi une histoire de famille, c'est une cuisine que j'affectionne énormément. Et j'ouvre un deuxième parce que c'est aussi dans le développement, l'air de rien, j'ai fait des études dans ça, dans le conseil, dans la stratégie. Donc c'est là où je peux jouer ma carte, ce qui me passionne aussi. Donc, faire du business finalement. Là. Ouais, il faire un vrai business. C'est ça, il faut pas oublier qu'un restaurant, quand même, ton but c'est de gagner du cash. Tu vois, c'est bien, tu sers des clients, c'est trop cool. Mais si derrière, à la fin de la journée, tu te rends compte que tu as gagné 0, laisse tomber. Parce que l'investissement, il est trop lourd après, sinon. Oui, non, c'est clair, laisse tomber. Ton but, c'est quand même de générer du cash. Donc c'est un peu comme ça que je le vois, et comme je t'ai dit, c'est super important, c'est vraiment dans ma philosophie, c'est vraiment étape par étape. J'ai pas envie de faire entrer des gens au capital pour le moment, j'ai pas envie de faire de levée de fonds. Je suis encore dans un processus d'apprentissage, même si on fait des chiffres qui sont assez incroyables sur le secteur, donc ça c'est cool. Et surtout pour le peu de surface que tu as finalement, parce que ta surface commerciale, elle est toute, tu as quoi, tu as 50 mètres carrés Sur le surface de vente, j'ai 30 couverts. Ok. J'ai 30 couverts, donc, et en plus, tu vois, le comble, c'est qu'on ne fait pas du 7-7. On est fermé le samedi et le dimanche midi. Ok. Les gens me disent, pourquoi vous êtes fermé le samedi et dimanche midi? Je dis, vendredi soir, je sors, et dimanche midi, je suis en famille. Ah, on croyait que vous étiez fun et tout. Non, j'aime bien sortir et je suis jeune, il faut que je kiffe quand même. Oui, c'est le repos, quoi. C'est le repos. Donc, on arrive à faire des chiffres comme ça, quand même, en étant fermé le week-end, donc ça, c'est super. Ouvert le midi, ouvert le soir. Et donc, c'est cool, non, franchement, c'est cool. Et toi, tu veux pas le faire pour l'instant, mais tu as des demandes déjà, des gens qui te disent ouais, moi j'aimerais bien avoir mon tamali à moi. Ah ouais, j'en ai. Mais les gens ils rentrent et disent elle est super votre franchise. Attends mon grand, mieux pas encore. Non, c'est pas une franchise du tout. Je suis juste le petit patron. Il y a notre équipe, mais non, c'est pas une franchise. Non. Ok, donc ça tape dans l'œil quoi. Je saurais pas te dire pourquoi. Peut-être parce que j'ai beaucoup appris, on va dire, dans les Four Seasons, les 5 étoiles, les palaces, pour avoir quelque chose de carré. Tu vois, je dis beaucoup à mes serveurs, quand vous rentrez, ou même de l'extérieur, il faut vraiment que ce soit carré, que la terrasse soit propre, que lorsqu'on rentre, les chaises soient bien rangées, qu'il y ait ce sentiment de s'y organiser. Parce que si tu rentres et que les chaises, c'est mal rangé, c'est le bordel, tu dis je vais venir manger, et si je viens manger, ça va être pareil. Donc ce sentiment-là, je pense que c'est ça aussi qui met un peu la puce à l'oreille à certains clients qui me demandent venez faire une super franchise, c'est qu'il y a aussi ce côté très structurel. C'est carré quoi. C'est carré, c'est carré. Ouais. Ok. Et toi, si je refais un peu en arrière, quand tu te lances, est-ce que tu as des inspi, tu vois, parce que comme t'es pas du milieu, est-ce que tu te dis vas-y, je vais m'inspirer soit de certaines personnes qui ont réussi dans la cuisine levantine avant, ou même pas du tout. Tu dis non, en fait, ce que je veux, c'est des gens qui ont réussi dans la resto, mais je vais l'adapter à mon concept. Est-ce que tu as des inspirations qui te permettent d'avancer au début Sur le logo, par exemple, tu vois, notre logo, c'est l'œil, donc c'est contre le mauvais œil, qui ne marche pas du tout, en fait, parce que je me rends compte que j'ai eu que des galères. Donc on a choisi quand même ce logo, qui était super important. Et après, le fait d'avoir vécu à Paris, j'ai eu la chance de manger dans des super restos, des super concepts, où ils ont totalement dépoussiéré, on va dire, le côté traditionnel de la cuisine libanaise. Et en an, il y a
une cuisine qui m'avait super inspiré. Je me souviens plus de la rue. Je suis allé parce qu'il y avait une amie à moi on était en master ensemble. Elle m'a dit viens, on va là-bas. On était allé avec toute la classe et c'est Léventine, juste Léventine. Oui, je vois. Donc rue Bichat, je crois. Non, je sais plus exactement l'adresse. Ils en ont plusieurs maintenant, je crois. Ouais. Donc c'était une cuisine méditerranéenne et j'avais adoré. Et peut-être moins cliché peut-être que d'autres restos, peut-être libanais, où on mange un peu tout le temps un peu la même chose ou quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, non, bien sûr, il y avait des super concepts auxquels je me suis intéressé. Mais j'ai pas voulu dénaturer vraiment Tamali. C'était vraiment un projet de famille et on voulait pas faire du copier-coller. On l'a développé comme ça. Ok. Et là, comme c'est un projet de famille, est-ce qu'ils sont encore là, tu vois, pour aider ou quoi? Ou ils t'ont un peu, ça y est, tu voles de tes propres ailes à 100%? La famille? Ou ils sont encore là pour te dire non, là c'est pas bon, c'est pas comme la grand-mère ou quoi? Mais la famille, mon père, il a toujours été là. Il faisait les livraisons quand on était chez ma grand-mère, tu vois. Donc j'ai toujours embarqué un peu tout le monde dans le projet, que ce soit ma grand-mère, ma petite sœur, mes amis. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui croyaient pas. Comme je dis, je fais la Sorbonne, donc dans leur tête, c'est ça dans leur tête, j'allais être consultant, cadre dans des bureaux, sauf que ça me plaisait pas. Et aujourd'hui, en fait, même ma grand-mère qui vient au resto, c'est mon meilleur contrôle audit. Mamie, elle vient dans le resto, c'est bonjour chef, attention, il y a mamie qui arrive, elle va dans les cuisines, elle goûte, non, attention, le sel, c'est pas ça. Donc, c'est mon meilleur contrôle audit qualité, quoi. C'est énorme. Ouais, c'est fou. C'est fou. Donc, non, ma famille est toujours là, toujours à mes côtés, et ils participent aussi au développement, quoi. Trop bien. Et comment tu vois, justement, là, t'as commencé un petit peu avec ce truc un peu comme tu te dis, bon, Mektoub, j'ai le point de vente à côté de la structure familiale et tout. Si demain tu devais si demain tu devais recommencer à Marseille, est-ce que tu t'es en mode, je ferai un peu moins à l'arrache le truc du Bon Coin. Aujourd'hui, comment tu structures ton approche du genre, est-ce que t'es plus, tu vois, moi je sais que j'ai des amis qui ont un resto et que là ils sont en train d'ouvrir le deuxième et tout, et j'ai l'impression que dès le deuxième, j'ai l'impression que les gens, en fait c'est la courbe d'apprentissage, je trouve qu'elle est très rapide. Bien sûr. T'arrives, tu comprends rien, et en fait dès le deuxième tu connais un peu toutes les erreurs à pas faire, quoi. C'est ça. Et là c'est toi, si tu devais donner un petit peu justement les 2-3 trucs à ne jamais refaire ou ne jamais faire, c'est quoi les 3 trucs où tu te dis vas-y, ça m'a mis dedans, quoi? Dans mon cas, parce que tu vois, quand je commence Tamali, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance, je connais pas le métier, donc c'est pour ça qu'on fait un projet vraiment étape par étape. Donc si vraiment vous êtes sûr de votre concept, prenez de l'argent, allez voir les banques, on lève un petit peu, histoire de pas être en galère. Parce que le côté qui est intéressant, c'est vrai que j'ai pas trop pris de risques. 28 000, entre guillemets, c'est dérisoire. On a fait toute la peinture. Ça a été, on va dire, un apprentissage de vie. Tu vois, aujourd'hui, je suis en mesure de peindre. Tu vois, j'ai appris des choses, on va dire, sur la vie qui étaient super, que j'aurais jamais eu l'occasion d'apprendre. Mais si c'était à refaire, je t'avoue que je le referais pas de cette manière, quoi. Ah non. Tu as perdu de l'énergie, là. J'ai perdu de l'énergie, j'ai pris du poids aussi, tu vois. Avant, je faisais du sport, etc. Là, t'as plus le temps, là. Là, j'ai plus le temps. Là, j'ai plus le temps du tout. J'essaie de me reprendre, d'avoir une alimentation un peu plus saine et de penser à moi aussi. Mais tu vois, dans mon téléphone, j'ai plein de vidéos où je suis avec ma petite sœur en train de nettoyer le carrelage ou avec mon meilleur ami en train de faire de la peinture. Donc c'est cool, tu vois, tu prends vraiment du plaisir. Après t'en rigoles. Mais si c'était à refaire, quand même, je structurerais plus et je mettrais les moyens, on va dire, pour y aller. Ok. Mais tu vois, par exemple, sur le côté franchise, je crois que c'est Pitaya qui a mis quand même 7 ans à partir en franchise. Donc, si je dis pas de bêtises, entre 5 et 7 ans. Donc, ça veut dire que c'est quand même de l'apprentissage. Ça veut dire que quand tu arrives au bout de 5-7 ans de développement, tu arrives aussi à une maturité où tu te dis, je connais le domaine. Et on peut dupliquer. Tu peux dupliquer parce que tu as tout fait. Tu as fait la cuisine, tu as fait vraiment tous les domaines, tu as fait toutes les erreurs que tu aurais pu faire. Et quand tu vas partir en franchise, le franchiseur, tu seras le meilleur placé pour dire voilà, moi j'ai fait ces erreurs, ne les commets pas après. Parce que toi, tu te lances avec 28, mais tu pars sans financement des banques. C'est parce que les gens t'ont refusé les trucs ou tu t'es dit juste non, j'y vais comme. Je prends en fonds propres, je mets que 8 000.
Okay. J'avais pu économiser par mes jobs d'été 8 000 euros. Et tu prends un prêt de 20 000 euros après ? Et je prends, ouais, t'as une initiative, chez nous c'est Initiative Marseille qui te prête 10 000 et je suis allé voir les banques pour qu'ils puissent me prêter 10 000. Ok, d'accord. Ah oui, c'est dérisoire. Quand j'entends les gens qui ouvrent des restos, c'est de 200, 300, 100... Oui, c'est clair, non, c'est ça. Et ils me prêtent 10 000, et je me souviens, s'il vous plaît, prêtez-moi 10 000. Prêtez-moi 10 000 parce que j'ai fait ce qu'on a appelé sur la théorie, le MVP, le minimum viable produit. Donc j'ai testé, j'ai fait tant de chiffres d'affaires chez ma grand-mère, donc là j'ai besoin de 10 000 juste pour développer. Prêtez-moi, quoi. Et ils ont dit, bon, bah, feu. Feu. Donc on commence avec 28 000, mais c'est très, très, très peu. Ouais. C'est très peu, c'est très dérisoire. J'ai de la chance d'avoir ouvert, en plein confinement, donc c'est-à-dire que derrière chaque crise, tu as une opportunité. Donc, tu as peut-être eu un loyer peut-être pas cher, ou un pas de porte pas cher. Donc là, aujourd'hui, si je rachète le même, j'en ai pour 250, 300 000. Ah ouais. Donc ça a été une super opportunité. Et toi, tu l'as eu à 10 000. Ah ouais. Tu passes de 10 000 à 250 en 3 ans. Quoi. C'est clair. C'est clair. Et oui, parce que tu as tous les restaurants qui ferment, donc forcément, les propriétaires, ils veulent vite louer, sinon ils... Ah oui, c'est une super opportunité. Ouais, et d'ailleurs, c'est pas frustrant de te dire que là, le deuxième, tu te dis pas... En fait, c'est pas que tu te fais enfler, mais... ça m'a fait chier. J'avoue que ça m'a fait chier. C'est plus les mêmes tarots, là. Quand j'ai vu des chiffres, quand j'ai vu des montants à 6 chiffres, je me suis dit, attends, ce montant-là, en fait, je vais lui donner, elle va me donner la clé. Ouais. Le propriétaire va me donner la clé, quoi, c'est tout. Et entre guillemets, c'est perdu. Mais bon, écoute, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Ouais, ça fait partie du jeu, quoi. Putain. Ouais. Okay. Non, mais écoute, trop bien. Et comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu vois, tu disais que tu avais donc des bornes, que tu utilises aussi Pongo pour la fidélité, que tu as la caisse l'addition. Est-ce que justement, maintenant que tu es un peu moins dans les restos, est-ce que tu commences un peu à avoir une approche un peu tableau de bord, tu vois, tu regardes ton ticket, ton panier moyen. C'est quoi les ratios que tu suis, toi, au quotidien, et est-ce que tu interviens des fois en disant attention, là, ça part en vrille. C'est quoi, tu mets les yeux sur quoi, en fait Le chiffre d'affaires, j'ai longtemps délaissé. Pour moi, c'était pas très important parce que beaucoup de restaurants me disaient on fait 1 million de chiffre d'affaires. Mais je leur demandais, mais à la fin de l'année, combien vous gagnez, quoi ? Si tu es à moins 400, moins 5000, bon, c'est pas très, très important. Donc j'ai été longtemps sur le résultat. Donc on a fait la marge, ouais, full marge. Donc le but, c'était vraiment de gagner de l'argent. On était en marge, on est autour de en résultat net, on est autour de 15-20%, donc qui est super sympa. Et en termes d'indicateurs, donc il y a aussi la masse salariale, qui forcément c'est super important de regarder. Ticket moyen et panier moyen, donc deux indicateurs assez différents. Le fait d'être sur la livraison, le fait d'être sur le surplace, donc tu arrives sur deux indicateurs qui sont différents. Et mis à bout, en fait, tu regardes vraiment l'objectif que tu t'es donné en début d'année et sur ce que tu fais par jour, comme le point mort et vraiment des indicateurs de base, quoi. Et justement, dans tes 3 années, tu me disais les chiffres où tu as commencé, tu faisais moins de 100 000, après 100 000 et quelques, et là tu es à 500 et quelques. Qu'est-ce qui fait qui t'amène à ce 500 ? Est-ce que c'est justement, j'ai mécaniquement plus de clients parce que je suis connu, ou est-ce que justement tu as bossé sur ces ratios de panier moyen ? Peut-être qu'avant tu vendais des trucs à 8 euros, maintenant tu arrives à vendre des boissons, d'autres choses, et tu es à 15 euros. Qu'est-ce qui fait que tu arrives là aujourd'hui, quoi ? Tu as mis en place des choses justement pour... Ouais, on a beaucoup bossé. Il y avait un intervenant qui était venu chez toi justement, qui était chez Popeyes, il me semble, qui parlait du menu engineering, ou de mettre en avant en fait les plats qui marchent le plus. Donc c'est un peu vraiment la technique qu'on a abordée, où on a fait tous les food costs des soft drinks ou des boissons, des plats, et on va les mettre en avant. C'est vraiment ce qu'on a fait. Et par exemple, pour atteindre les 520, voilà, j'avais cet objectif. Et comment on va développer ? Est-ce que je vais faire plus de livraison ? Est-ce que je vais faire plus de surplace, plus de traiteurs ? Donc ça a vraiment été ces canaux de vente qui ont été privilégiés. Et ensuite, on a un peu étoffé, on va dire, la carte. On fait importer du vin libanais. On a des produits libanais aussi, nos épices, etc., qu'on peut proposer en épicerie. Donc, c'est tous ces facteurs en fait qui ont permis d'augmenter le chiffre d'affaires. Trop bien. Mais c'est aussi la notoriété, je pense, qui a fait, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi ton ratio vente sur place à emporter, vente en livraison via les plateformes, et traiteur? Tu es à 100%, tu vois, c'est quoi les pourcentages de... Alors en pourcentage, en livraison, on est autour de 20%.
Ah, ça va, ça reste propre. Ouais. On est sur 20% sur donc Uber, Deliveroo. C'était super apporteur d'affaires, mais une commission qui est super importante aussi. Donc, le restaurateur, il est obligé d'augmenter les prix. Au final, en fait, c'est le client qui pallie à ça par les frais de livraison, les prix élevés. Donc, on a aussi ce canal sur notre site où on a nos livreurs. Donc, ça, c'est... les clients nous connaissent via Uber, Deliveroo. On leur dit, commandez sur notre site parce qu'il y a un peu plus de produits et déjà, ça serait un peu moins cher. Et sur place, donc on est autour de bien 75%. C'est là où on fait notre chiffre d'affaires. Et cette année, enfin du moins 2024, c'est là où on a pas mal développé la partie traiteur, j'ai envie de dire, parce que on a eu l'occasion de faire des traiteurs pour des clips de rap, donc Sosomanes, SCH. J'ai eu la chance de voir Dinos. Enfin, tu vois, un mec qui était dans mon top, top artiste. Ouais. Je suis allé le voir, j'ai bégayé. Quoi. Donc j'étais vraiment content aussi de faire ce projet. Donc c'est pas partie traiteur. Comment ils te trouvent ces gens sur la Zarty Traiteurs? Enfin, c'est toi qui démarches? T'as quelqu'un qui t'aide ou c'est eux qui, je sais pas, leur attaché de presse, qui te font un mail, qui disent salut, on a besoin d'une Tresta? Non, là c'était vraiment du bouche à oreille. Enfin, pas du bouche à oreille, du moins c'était une personne qui était dans la régie et qui m'a dit on a besoin d'un traiteur pour cet événement. J'ai pas réfléchi. Je lui dis mais carrément, tu veux des lasagnes, je te fais des lasagnes, tu veux une salade César, t'inquiète pas, je te fais ce que tu veux, y a pas de problème. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. C'était un peu la consécration, quoi. La boucle est bouclée. J'ai servi mon top artiste, un mec que je kiffe, donc ça c'était super. Trop bien. Et tu sens que ça tu peux le développer plus, la partie traiteur, ou ça plafonne, quoi? Ouais, non, ça on peut clairement le développer. On a fait des mariages aussi, on a fait des repas d'entreprise. C'est quelque chose qu'on peut vraiment développer. En plus, tu sais, chez nous, que ce soit des mariages libanais ou des mariages syriens, on kiffe. On adore comment dire, c'est du show, quoi, tu vois, c'est des danseurs, c'est des guitaristes, enfin, si tu veux, la bouffe dans cette culture, elle est vraiment au cœur de tout. Tu vas te retrouver sur une grande tablée en famille ou même si on ne se connaît pas, on partage. Enfin, c'est vraiment super important ce côté de l'hospitalité, l'accueil. Si tu es vraiment dans cette cuisine, c'est là où tu vas le retrouver le plus, je pense, où on met la food vraiment au cœur. Et donc dans les mariages, c'est là aussi où j'aimerais bien le développer, mais j'en suis pas encore là. Ouais, parce que ça prend du temps, quoi. C'est un métier. Ouais, c'est ça. C'est un métier. Limite, il faudrait quelqu'un à temps plein qui te fasse vraiment que le B2B. Exactement. Ouais, non, c'est ça. Okay. Donc on fait, je t'ai dit, à chaque fois, comme je te dis, c'est étape par étape. Je maîtrise ça. Une fois que j'aurai maîtrisé ça, je pourrai passer à un autre domaine, même si on l'a déjà fait, mais c'est pas notre spécialité pour le moment. Ok. Ouais. Et justement, pour rester sur cette partie un peu chiffrée et tout, sur ton, est-ce que tu arrives à... Est-ce que c'est un peu, tu as des ratios classiques de restauration, du genre 30% food cost, 30% people, 30% et tout? Ou est-ce que toi, tu arrives un peu à... Enfin, ça fluctue un peu, ce genre de... Ou tu suis un peu les trucs, un peu les guidelines un peu classiques de la restauration là-dessus? Je me suis pas donné d'objectif à ce niveau-là. C'est que, par exemple, en marche, on a 80%, donc c'est super. Mais... je me suis pas donné d'objectif à ce niveau-là, tu vois. Vraiment, le but, c'est de mettre en avant les produits où on mangeait le plus. Et donc, c'était ça. Le but aussi, c'était de générer un peu de cash à ce niveau-là. Mais non, je me suis pas attardé dessus comme un financier, j'ai envie de te dire. J'ai vraiment fait la base. Et là, le fait que je puisse me libérer du temps, ça me permet aussi d'apprendre. Okay. D'apprendre à ce niveau-là. Ok, trop bien. Et non, ok, je vois un peu le truc. Et après, c'est comment t'appelles ça? Ouais, t'arrives à, justement, tu parlais des livraisons, tu disais que finalement t'étais obligé un peu d'augmenter les prix, machin. Et en fait, t'es un peu, par rapport à la commission et tout, tout le monde doit un peu payer ça. Est-ce que tu t'en fais pour est-ce que la livraison c'est de la notoriété où tu gagnes pas d'argent, ou est-ce que finalement tu t'es dit moi je veux gagner de l'argent, quitte à faire un peu moins de livraison, je vais avoir le même taux de marge que sur place et j'augmente fort le truc peut-être de 20 ou 30%. Comment tu te sers des plateformes aujourd'hui un peu pour ton business? Est-ce que c'est vraiment juste de la noto et tu dis l'argent je vais le gagner sur place, ou est-ce que non, où tu dis non, à chaque euro à chaque truc qui sort de la cuisine il faut gagner de l'argent? Je pense aussi ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre guillemets, je suis le petit rookie sur le secteur de la food, quoi. Tu vois, je sors vraiment de nulle part. Même en cuisine léventine à Marseille, il y a du monde ou... Il y a du monde, il y a du monde, mais... Enfin, il y a du monde. On va dire,
je suis vraiment le seul, on va dire, sur ce côté un peu street food, parce que le midi, tu peux venir manger chez moi un sandwich à 10 euros, et le soir, tu peux te faire plaisir, dîner avec des bons vins libanais, des super plats comme un shawarma, etc. Donc, je suis vraiment le petit rookie, c'est-à-dire que j'ai que 28 ans, l'air de rien, j'ai mis 4 ans à monter ça, donc j'en apprends encore tous les jours. Et je suis pas comme ces gros qui ont levé, qui ont les investisseurs avec eux, etc. Donc tout est bon à prendre, tu sais, à Marseille, ça c'est super important. Et on a c'est vraiment cette mentalité de débrouillard. C'est-à-dire qu'avec tous nos collègues, on se dit on est vraiment des débrouillards parce que on n'a pas des parents qui sont très très riches, donc il va falloir trouver une solution pour qu'on s'en sorte le mieux et qu'on tire notre épingle du jeu, quoi. Et ça a été vraiment avec tous mes collègues, c'était vraiment la dynamique et vraiment le mindset, c'est-à-dire qu'on a un objectif en tête. C'est vrai qu'on n'a pas le chemin conventionnel, il n'y a pas peut-être les études, il n'y a pas les papa-maman, il n'y a pas les investisseurs aussi qui sont derrière. Mais si on doit tendre vers cet objectif, on passera peut-être par la petite porte, ça prendra peut-être plus de temps, mais quoi qu'il en soit, on va y arriver. C'est comme c'est pour ça qu'on adore le rap aussi à Marseille, tu vois, comme le J, je suis obligé de le citer ici, tu vois, c'est indispensable, c'est ce côté aussi humilité, un mec qui est beaucoup bosseur. Et après on peut dire ce qu'on veut sur la musique, on aime ou on n'aime pas, bien entendu. Mais bon, tous les Parisiens, ils ont chanté Zumba Caféo à un moment donné, quoi. Donc ça veut dire que c'est beaucoup apprécié. Et excuse-moi, j'ai perdu le fil. Non, t'inquiète. Non, c'était sur la livraison. Est-ce que finalement, dans ta livraison, oui, t'es en mode je gagne de l'argent sur chaque commande ou c'est de la noto, tu te sers de ça pour de la noto? Non, je gagne de l'argent. Okay. Ouais, je gagne de l'argent parce que j'ai augmenté aussi les prix. Et c'est vrai que parfois, le client, il comprend pas. Parce qu'il y a un plat qu'ils vont manger sur place, je te dis une bêtise, à 12 euros. Et ils le voient sur les plateformes à 18 euros. Donc, il y a quand même l'éducation du client à faire et en leur expliquant, que ce soit par des flyers ou de la communication, en leur disant voilà les prix qui sont ici, pourquoi ils sont à 18 euros, parce qu'il y a 30%, parce que ça. Mais je pense qu'aujourd'hui maintenant les clients ils comprennent et à choisir, leur but c'est quand même de bien manger et d'économiser aussi de l'argent. Donc s'ils peuvent ne pas passer par les plateformes, ils vont pas passer par les plateformes. Mais Uber, Deliveroo, ça reste un super rapporteur d'affaires. Tu sais, t'es à la maison, t'es un dimanche soir, t'as pas envie de cuisiner. Ils ont réussi à te donner ce réflexe d'ouvrir Uber et Deliveroo. Ouais. Donc ça, je trouve ça formidable. Et d'avoir autre chose finalement devant les yeux que McDo. Tu vois, en gros, tu te dis, bon, en fait, je peux peut-être mieux manger si je prends un autre truc. Ah, c'est clair. Ouais, j'ai l'impression que ça y est, ça commence à être accepté. Enfin, c'est chiant, mais les gens se disent de toute façon, en livraison, j'ai payé plus cher. Tu vois, tout le monde paye plus cher. Vous avez restaurateur, vous avez la commission, vous la répercutez sur le client final. Et à la fin, soit finalement tu te dis, tu sais quoi, je vais me faire à manger. Soit si je commande, j'accepte les règles du jeu. Quoi. C'est ça. Et comment tu vois justement, là, t'en as un, t'as appris, le deuxième arrive bientôt. On touche du bois, mais j'ai l'impression que tu restes dans un développement un peu régional. Si toi je tire le trait, si demain tu devais en avoir, tu vois, je fais exprès de tirer un peu le trait loin, mais 10 ou 15, est-ce que tu veux dire je vais inonder un peu la région un peu, finalement tu vois, c'est ce que je vois des fois dans les enseignes, que ce soit à Paris, Lyon ou Lille ou Bordeaux, t'as les gens qui commencent à en ouvrir entre 1 et 10 dans son périmètre et il s'étend. Ou est-ce que toi t'es plutôt non, je vais en faire 2, peut-être 3, 4 et après direct je veux faire celui de Bordeaux, le Tamali de Lille, le Tamali de Lyon, de Paris, etc. Comment tu vois la suite? Est-ce que c'est est-ce que tu ou alors c'est l'inverse, tu dis non, je vais d'abord faire 15 ici, comme ça je maîtrise pas les appros, etc. Enfin, comment tu vois la suite, toi, aujourd'hui? Je suis encore en hésitation. Donc, tu vois, sur LinkedIn, je rencontre pas mal de personnes que je contacte. Moïse aussi, c'est une personne que j'ai jamais rencontrée, mais que j'apprécie énormément, on va dire, dans sa stratégie, dans son développement, où justement, il explique le fait de développer et de faire de la franchise, l'entrepreneur, c'est mots, c'est que l'entrepreneur va voir ça comme une machine à cash et que derrière, en fait, il va dénaturer ton concept. Donc, je suis encore en réflexion. Je me dis, est-ce que je les garde en propre, développer dans d'autres villes en propre, voir comment on peut faire ça, ou alors développer sur de la franchise, mais en normant et en cadrant le concept sans dénaturer, bien entendu, le projet. Donc, je reste encore en hésitation pour le moment. Je sais pas du tout comment je vais me développer, même si pour le moment, quand même, mon but, c'est quand même que ce soit assez cadré, on va dire, les deux affaires que je vais avoir, que ce soit cadré, processé, etc.
surtout déjà pour faciliter un peu l'activité, que ce soit un peu plus simple pour les équipes et pour le rendu qualité derrière. Donc je reste encore en réflexion. Le projet aussi, ça va être quand même, peu importe dans quelle stratégie je vais prendre, si c'est de la franchise, si c'est du propre, c'est de montrer que, ok, il y a 2 affaires qui ont été montées, ces 2 affaires, elles sont viables, peu importe dans quel secteur ou dans quelle ville je me suis implanté, et que on n'a plus qu'à faire et à voir comment on peut développer, quoi. Ouais, c'est un peu finalement c'est un peu la street cred pour les banquiers. C'est-à-dire que quand tu veux ouvrir et que tu en as déjà 2 affaires qui fonctionnent, c'est plus simple de demander le 3e financement c'est clair. que quand tu viens avec tes 10 000 euros, Ouais, dire salut, je vais ouvrir un truc. C'est clair. Mais d'ailleurs, ça me fait, sans forcément encore une fois rentrer dans le secret, tu vois, de Tamali, mais ça coûte, tu vois, si les gens qui nous écoutent, ils veulent se lancer, ça coûte combien d'ouvrir un resto aujourd'hui, tu vois? Moi, je suis le mauvais exemple. Il faut se lancer avec combien? Ouais, moi, je suis le mauvais exemple, donc 28 000, c'est pas du tout... non, ça, c'est... Mais là, le 2e, il va pas coûter 28 000, par exemple. 28 000, il va pas coûter... Le 2e, il va pas coûter 28 000, ouais. Avec 28 000, tu peux acheter une Clio 4, quoi, tu vois. Et à Marseille, ils te volent le radar de recul. Non, le deuxième, étant donné que je suis dans un projet de développement, donc c'est vraiment, on va mettre les moyens. Moi, le deuxième, je l'ai chiffré autour de 250. Okay. 250 parce qu'il y a un pas de porte qui est assez important, qui est à 6 chiffres aussi. Derrière, il faut que je fasse appel à un architecte. Les travaux, le matériel, s'il y a de la pub à faire aussi. Donc là, si tu veux, le premier que j'ai eu, en fait, c'était un ancien restaurant chinois. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon modèle économique. Si j'avais à te faire une métaphore, j'ai eu une coquille et je me suis mise dans cette coquille. Mais en fait, elle n'est pas adaptée aujourd'hui à mon activité parce que c'était un restaurant chinois qui faisait que du traditionnel et que du sur place. Donc en fait, le prochain, c'est pour ça qu'il y a un peu plus de moyens derrière, c'est qu'il y a une expérience client à réfléchir, au parcours client, à comment on va le dessiner et ça sera un peu plus simple, on va dire, dans les moyens de production et pour les clients, quoi. Ça va être le meilleur moment, non, de définir le parcours client et tout. Tu dois adorer ça. Ah ouais, c'est clair. C'est heureusement que j'ai appris avec le premier, sinon je serais pas capable de le faire, quoi. Oui, le client va passer par la cuisine et après il va venir comme ça. Et écoute, non mais trop bien. Et aujourd'hui, si demain tu me conseillerais qui, tu vois, à justement refaire ce même exercice de podcast là. Est-ce qu'à Marseille t'as des gens qui te disent il faut absolument que leur parler parce que eux dans la resto ils ont tout compris. Peut-être des gens soit qui t'ont aidé ou soit tu te dis en fait je les connais pas mais en fait j'ai vu qu'ils ont cartonné, etc. Est-ce que t'as 1 ou 2 personnes comme ça à nous, bien sûr, nous conseiller? Rôtisserie Montaigne, donc c'est ces 2 frères, famille arménienne qui sont adorables et qui ont un super sens du... Ils ont tout cassé, j'ai l'impression. Ouais. Ça fait pareil, ils ont dû ouvrir un peu avant ou un peu après le Covid. Je crois qu'ils ont ouvert en 2019, si je dis pas de bêtises. Et c'est famille, quoi. C'est famille, quoi. Il faut proposer un super poulet, des super accompagnements. Comme tu as dit, ils sont à Malmousse, donc on fait la corniche piétonne aussi de temps en temps ensemble, ça c'est trop cool. Donc Rôtisserie Montaigne, j'ai un gros coup de cœur pour eux. Le Tarpin-Bon que j'ai découvert, David aussi qui va ouvrir son 3e point de vente sur Marseille, donc moi j'ai beaucoup de fascination et Tarpin-Bon c'est un kebab, c'est ça? C'est un kebab. C'est le Tarpin-Bon, ouais. Et bien entendu t'as aussi on s'est vu il y a pas longtemps, c'est Driss de la Meulerie. Ah donc, oui, c'est les fromages. Non, c'est les fromages, ouais. Exactement, ouais. C'est devanture jaune et bleu, non? Exactement. Ouais. Qui a apporté un vent nouveau sur le fromage à Marseille. Dès que tu penses fromage, tu penses à Driss. Et ils sont à côté d'ailleurs, rôtisserie. Exactement. Ils sont juste à côté. Donc je pense que c'est des super concepts et ils vont faire parler d'eux très prochainement, quoi. Okay. On est carrément dans la dynamique et on va faire parler de nous, quoi. Trop bien. Et dernière question, est-ce qu'un jour tu te vois ouvrir un Tamali à Paris? Non. Non, je peux pas fermer la porte parce que Paris c'est une ville que j'adore. Il y a tellement de choses à faire en termes de culture, etc. Ça c'est le Marseillais qui parle. C'est le Marseillais, ouais. Il n'y a pas que le pastis, il n'y a pas que le... Non, Paris je suis obligé de le dire, c'est une super ville. Il y a tellement de choses à faire. Et les gens qui me disent, moi, j'ouvrirai pas à Paris parce qu'en fait, c'est un peu la Ligue des Champions, Paris. Il n'y a pas un côté j'ai peur, mais il y a un côté à Paris, tous les 2 jours, il y a un concept qui sort. C'est vrai. Tu vois, et des fois, ça fait un peu. Tu te dis, waouh. En fait, moi, j'ai même des. Tu vois, parmi nos clients, on a des clients qui sont des fois un peu. Qui pèsent assez lourd dans des villes un peu de province et tout. Ils ont, je sais pas,
5-6 restos, mais tu vois, à Tours, Ouais. à Angers et tout. Et ils se disent, en fait, mais moi, je préfère être, tu vois, le roi à Angers que tu vois, le bouffon à Paris. Et tu ouais, vois, c'est clair. Ouais, je comprends. Mais ouais, donc toi, non, t'es pas dans le truc. Ben, ceux qui font ça, je trouve ça très admirable parce que ça veut dire qu'ils arrivent à. En partant de l'extérieur et en venant sur Paris, il y a ce projet, on est mature, on a notre place. Et moi, pour le moment, je ne me considère pas avoir ma place sur Paris, sur un marché ultra concurrentiel. Vivre à Paris, ça, encore, ça c'est le Marseillais, ça encore. Mais on a une qualité de vie dans le Sud qui est indéniable et je ne me vois pas prendre le métro. Voilà, on est bien en 2 roues. Après le travail, on va au good, on va au soleil. Et ça, c'est super. Tu vas au stade aussi. Et on va au stade aussi, c'est carrément ça. Merci beaucoup. Est-ce que j'aime bien finir par cette question en ce moment, c'est est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée, que tu aurais aimé ou que je pose, un truc que j'ai raté dans l'aventure Tamali, ou est-ce qu'on a fait le tour là, selon toi, un peu des sujets? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Moi, je suis super content de mon projet, de cette aventure, donc... Et là, c'est vraiment un honneur d'être devant toi et d'en discuter. Donc, merci déjà d'avoir accepté. Non, c'est rien, c'est normal. Donc, non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'est trop cool. Écoute, nous, on te souhaite le meilleur pour Tamali. Ouais. Et on espère quand même te voir à Paris, qu'on puisse manger un petit peu un jour du Tamali. Mais je viendrai à Marseille, en tout cas. Ah, trop cool. Bon, merci. Trop cool, je te remercie. Ciao, ciao. Ciao, bye.